Bonsoir, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smart Bourse. Comme tous les soirs à 20h30, on se retrouve pour décrypter ce qui se passe sur la planète finance, que ce soit en France, en Europe et dans le monde. Et il s'en passe des choses avec un marché qui est assez flamboyant en ce moment, notamment sur l'Europe. On est en pleine remontada. On va voir ça avec nos experts dans un instant. On se posera la question aussi de peut-être le conflit russo-ukrainien. Enfin la paix, des espoirs en tout cas qui sont là, puisque Donald Trump est en train de négocier peut-être le cessez-le-feu qu'il avait promis avec Vladimir Poutine. Et puis en toute fin d'émission, on s'intéressera à ce qui se passe sur les ETF avec Olivier Malteste de Yomoni, les grandes tendances. Et vous allez voir, il y a des surprises et surtout des records sur les trackers. Smart Bourse, c'est parti. Tout de suite, tendance, mon ami. Et comme d'habitude, on démarre ce Smart Bourse avec ce qui se passe du côté des marchés, les infos clés du jour avec Pauline Gratel. Bonjour Pauline. Bonjour. Fin de semaine positive pour le CAC 40, une fois de plus. Oui, et c'est une 6e séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui boucle une semaine positive d'environ 3%. Aujourd'hui, le CAC tourne autour de 8200 points et se rapproche encore un peu plus de son sommet historique à plus de 8250 points, inscrit le 10 mai dernier. Côté européen, le Stoxx 600 est en hausse d'environ 2% sur la semaine. Aux États-Unis, les indices ouvrent aujourd'hui autour de l'équilibre. Aux États-Unis, on a pris connaissance des ventes au détail de janvier. Oui, et c'est un repli surprise pour les ventes au détail qui se contractent de 0,9% sur un mois en janvier contre moins 0,2% attendu par les analystes et après une progression de 0,7% en décembre, un chiffre qui a été révisé à la hausse. Du côté de la zone euro, on a pris connaissance du PIB en seconde lecture. Oui, en zone euro, l'estimation de la croissance a été revue à la hausse. Le PIB a augmenté de 0,1% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. En première lecture, la stagnation de la croissance avait été annoncée. Pauline, on regarde ce qui se passe du côté des obligations, du marché obligataire. Oui, aux États-Unis, le rendement américain à 10 ans poursuit sa détente entamée hier et évolue sous 4,5%. En Europe, le 10 ans allemand est légèrement supérieur à 2,4% et le 10 ans français tourne autour de 3,10%. Sur le marché des changes, l'euro remonte par rapport au dollar au-delà de 1,05. On passe tout de suite à la microéconomie avec les entreprises. Du côté des résultats, Hermès a publié, c'est plutôt très bon. Oui, Hermès fait état de résultats records pour l'année 2024, largement supérieurs aux anticipations des analystes. Pour l'ensemble de l'année, le groupe de luxe fait état d'un bénéfice net en hausse de 7% à 4,6 milliards d'euros et le chiffre d'affaires annuel passe la barre des 15 milliards. Le titre gagne 2% aujourd'hui. Dans le sillage de cette publication, Kering est en hausse de 2% environ. Mais c'est pas tout, on a également Safran qui fait un carton plein. Oui, et l'entreprise fait état d'un bénéfice net part de groupe en hausse de 51% en 2024 à 3 milliards d'euros en données ajustées. Le chiffre d'affaires grimpe de plus de 15% à 27 milliards d'euros sur l'année. C'est un record. Pour l'an prochain, Safran confirme ses objectifs, table sur une croissance de ses revenus de 10% et relève sa cible de résultats opérationnels. Le titre évolue à la hausse à Paris. Du côté des États-Unis, on s'intéresse aux cryptos. On a pris connaissance des résultats de Coinbase. Oui, et on peut dire que grâce à Trump, les volumes d'échange de cryptos ont bien augmenté, ce qui profite évidemment à Coinbase qui dépasse les attentes sur sa publication. Les revenus progressent et s'établissent à quasiment 2,3 milliards de dollars. Malgré tout, le titre ouvre en repli de 5%. Oui, du côté en revanche des biotech, c'est compliqué pour Moderna. Oui, le titre évolue tout de même en hausse de plus de 2%. Le labo américain fait état d'une perte nette de plus de 1 milliard de dollars sur le quatrième trimestre. Les revenus, malgré leur fort repli de 66%, sont toutefois au-dessus des attentes des analystes. Cette perte est liée au recul de la demande de vaccins contre le Covid et donc à la baisse de la production. Oui, on s'intéresse également au géant hôtelier qui n'a pas d'hôtel. Airbnb brille par sa publication. Oui, le titre bondit de plus de 12% à l'ouverture de Wall Street. Airbnb fait état d'une solide publication au-dessus des attentes. Le groupe fait état de revenus à 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre grâce à la forte demande de voyages internationaux. Airbnb anticipe toutefois une croissance moins rapide au premier trimestre. Quel sera, Pauline, l'agenda la semaine prochaine ? La semaine prochaine, ce sera une semaine d'échéance sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. Côté macro, l'indice des prix britannique et français de janvier sera publié. Les PMI préliminaires des États-Unis et de la zone euro de février seront également publiés en fin de semaine prochaine. Merci Pauline, c'était toutes les infos clés qu'il fallait retenir pour cette journée. On vous retrouve très prochainement. Tout de suite, on s'intéresse à ce qui se passe. Plein de marché, c'est parti.
Planète Marché, on fait le tour avec nos experts de ce qui se passe sur la planète finance, comment réagir aux différentes annonces, comment peut-être modifier son allocation d'actifs. C'est ce qu'on va voir avec nos experts. On est ravis d'accueillir Patrice Gautry. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. C'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà, du côté de la Suisse. Du côté de Genève. Tout va bien en Suisse? Tout va bien, le franc suisse remonte encore un peu et l'or se tient bien. Bon, ça ne fait pas la Suisse, mais on attend Trump. Ouais. L'or, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Hein. Après, voilà, il y a déjà une très belle performance, plus de 30% l'an dernier, ça continue. Attends, on a les $3 000 l'once. Bon, les événements géopolitiques, la politique commerciale alimentent bien. Et puis après, il y a visiblement un petit problème de stock, puisqu'il y en a un peu moins du côté de Londres au LME, il y en a un peu plus du côté des États-Unis et les achats de banques centrales. L'appétit féroce des banques centrales, hein, toujours. À vos côtés, on est en compagnie d'Axel Bott. Bonjour Axel. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie marché chez Ostrom Asset Management. Bienvenue à vous. Et enfin, Thomas Friedberger, bonjour, vous êtes directeur général adjoint de Tikehau Capital. Bonjour. Bienvenue à vous. Messieurs, on se pose cette question quand on vient d'avoir les infos là, des marchés, on est sur voilà, une bonne tendance, on peut dire ça comme ça, depuis le début de l'année. Et ce n'était pas gagné parce qu'on avait quand même... décidé d'être très négatif sur l'Europe en fin d'année. Il fallait avoir absolument uniquement des États-Unis. Et on voit que, voilà, après un mois et demi, c'est plutôt très positif. Thomas, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette remontada européenne ? C'est un effet de rattrapage principalement et qui est alimenté par les espoirs de paix en Ukraine, ou en tout cas pour parler de paix en Ukraine. Voilà. Après, les actions européennes étaient sur des niveaux de valorisation qui étaient très attractifs. Ça nous a permis de lancer un fonds, par exemple, sur la souveraineté européenne l'année dernière, qui a pu se constituer encore une fois, sur des valorisations qui nous semblaient extrêmement attractives. Donc c'est vraiment un effet de rattrapage qui est pas si surprenant que ça, en fait. D'accord. Alors, la question, parce qu'on est à 8200 points, en tout cas pour le CAC 40, on est à quelques encablures du plus haut, hein, qui est à 8250, donc on est à Pouillem. Si on fait 0,3-0,4%, on y est. Alors, est-ce qu'on va le faire? On ne sait pas encore, mais c'est vrai que est-ce qu'on a encore du potentiel finalement pour aller plus haut? Est-ce que, en un sens, ce rattrapage, il est complet ou pas encore? Je ne sais pas. Ça va dépendre de la capacité des entreprises à générer des résultats. Ça va dépendre pas mal aussi de ce qui se passe sur le front pour parler commerciaux avec les États-Unis. Ça va dépendre aussi de l'euro. Donc, voilà, il va falloir délivrer comme d'habitude pour l'Europe. Ouais. Sur ces résultats, ils sont plutôt pas mal parce qu'en plus, on bénéficie aussi d'un effet de base finalement plutôt avantageux. Axel Bott. Sur près la moitié des publications, effectivement, il y a une majorité de surprises haussières, avec notamment des banques qui mènent la cote et pour de très bonnes raisons. Ceci étant, c'est peut-être le paradoxe, mais aux États-Unis, la saison des résultats est peut-être encore meilleure actuellement que celle des sociétés européennes. Et pour autant, on a effectivement cet effet de rattrapage, mais globalement, oui, la saison des résultats est une nouvelle fois plutôt bien orientée. Parce qu'on a souvent entendu effectivement en Europe croissance très mollassonne, voire atone, donc il vaut mieux effectivement aller du côté où il y a de la croissance. Et puis on voit que mine de rien, les publications sont plutôt bonnes, voire très bonnes, que les secteurs tirent leur épingle du jeu et qu'on a des hausses. On a eu des hausses pratiquement à 2 chiffres sur plusieurs titres de la cote cette semaine. Oui, effectivement, je pense qu'on a aussi une banque centrale qui est disons, dans la droite ligne de ce qu'elle a annoncé. Les baisses de taux font quand même du bien. L'euro à 1,05 aussi, il y a peut-être un effet de translation dans ces résultats qui aussi a tendance à surpondérer la cote. Et puis, c'est un marché où, si on regarde les flux, quelle que soit la mesure qu'on observait depuis plusieurs mois, on voit que des flux sortants. À un moment, ça s'arrête. Et finalement, le pire n'est jamais certain. Et les gens reconsidèrent l'Europe au bénéfice, effectivement, de l'amélioration de la perception du risque. Ouais, qu'est-ce qu'on fait justement dans ces cas-là quand on est gérant? On court après le marché ou on s'était déjà repositionné? Nous, on aimait bien l'Europe depuis un certain temps, donc on en bénéficie sur 5,50, 5500 plutôt, sur l'Eurostock 50. On peut se poser des questions sur le potentiel à venir. On avait eu un petit peu ce phénomène-là l'année dernière, un début d'année qui nous amène assez vite
autour des 5000 points à l'époque, et puis finalement un grand trading range qui a duré l'essentiel de l'année. Est-ce qu'on est dans la même configuration ? Peut-être qu'on va se poser cette question au moment des premiers détachements de dividendes. Il y aura peut-être traditionnellement les prises de profit qui nous ramèneront un petit peu plus bas, mais bon, pour l'instant, on est plutôt à continuer de bénéficier de cette hausse. Oui, parce que je parle évidemment de la France, mais partout en Europe, c'est vrai que ça va bien. L'Allemagne nous a même dépassé, je crois, en performance cette semaine. Patrice Gautret, moi j'ai envie de parler de réalignement des planètes. On a l'impression que, allez, tout foutait le camp avec, effectivement, ça a commencé dès 2022. La guerre, évidemment, on a perdu en compétitivité, la monnaie a dérapé, etc. On a l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait aller vers du mieux et pourquoi pas avoir des bonnes surprises, enfin, en Europe. Oui, parce qu'il y a peut-être un effet de miroir, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de bonnes surprises aux États-Unis pour complémenter ce qui vient d'être dit. Et ce qui veut dire qu'en fait, même quand on avait des bons résultats aux États-Unis, le marché ne les a pas récompensés. Alors que quelques surprises en Europe ont été récompensées par un rebond du marché. Donc il y a un effet aussi peut-être diversification. Tout le monde était engagé avec beaucoup de technologies américaines donc en fin d'année. Et effectivement, les valorisations étaient plutôt attractives du côté européen. Donc il y a une diversification des risques peut-être dans les portefeuilles globaux qui permet non seulement à l'Europe, mais aussi à quelques valeurs en Chine d'ailleurs, de retrouver un petit peu de lustre et un petit peu de couleur. Dans l'alignement des planètes que vous mentionnez, on a quand même une planète un peu oubliée qui s'appelle les petites et moyennes capitalisations en Europe, parce que là, visiblement, elles ne sont pas encore à la fête et ils ne sont pas encore revenus sur le devant. Donc on voit bien que, je dirais, c'est peut-être plus par effet miroir de ce que l'on a aux États-Unis et des risques potentiels qui viennent avec la nouvelle politique commerciale, que véritablement un renouveau et une tendance lourde de fond qui se remettrait en place en Europe. Ouais, on l'oublie souvent aussi, c'est vrai qu'il faut regarder du côté de l'obligataire. On voit qu'il y a une détente, en général qu'il y a une crispation sur l'obligataire, une crispation sur les actions, le marché, on le rappelle, est beaucoup plus profond. Là, justement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on l'a dit avec la BCE, on a cette détente en ce moment. Est-ce que ça peut continuer et ça va entraîner effectivement cette poursuite de la hausse ? Elle est légère, la détente. Nous, notre on va dire, conviction de long terme, c'est que les taux d'intérêt longs sont trop bas, en fait. Ils sont trop bas parce que les trajectoires de déficit budgétaire dans les pays développés sont assez inquiétantes, parce que les acheteurs potentiels se raréfient, parce qu'il y a un début de commencement de défiance vis-à-vis du dollar qui est assez palpable quand on voyage en Asie et au Moyen-Orient. Et donc sur le long terme, on trouve que les taux d'intérêt ne price pas ça. Voilà. Après, sur le court terme, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, vous voulez dire, d'anticiper ça. En Europe et aux États-Unis, ouais. Et aux États-Unis. Voilà. Là, quand on voit qu'on entendait tout à l'heure, on a baissé, effectivement, on était accroché, on craignait un petit peu au-delà des 4,5. Là, c'est en train de refluer. Oui, mais après, nous, on ne fait pas du trading. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, dans une perspective, il faut regarder où on était quand même en dynamique. C'est vrai qu'on avait des taux très hauts là qui ont visiblement quand même cassé la croissance, ou disons qui l'ont sacrément amoindri. La BCE en a tiré les conséquences, certains disent avec beaucoup de retard et pas de manière peut-être pas assez agressive aujourd'hui. Pour l'instant, c'est lancé. Et surtout, on anticipe un retour. Voilà, on se dit on est à une inflation finalement à 2%, qui serait le taux neutre et qui arrangerait tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pense que les besoins d'émission des États sont extrêmement importants, et que les taux courts sont en train d'être réajustés en fonction de la croissance et des anticipations d'inflation. Les taux longs répondent aussi à des dynamiques d'offres et de demande long terme sur les besoins d'émission des États, et nous on pense qu'ils sont trop bas. Voilà. Ouais. On rappelle qu'en début d'année, évidemment, les États font un petit peu le plein. En général, ce sont des émissions, je passe souvent de contrôle, qui se passent plutôt bien en début d'année, parce que il y a aussi les investisseurs institutionnels ont besoin de recharger, entre guillemets. Vous craignez que ça soit peut-être plus compliqué après ou en fin d'année ? J'en ai aucune idée. Ouais. Je peux vous dire, sur le long terme, on pense qu'ils sont trop bas. D'accord, très bien. Donc on n'est pas au juste loyer de l'argent. Réaction, justement. Il y a plusieurs façons d'examiner en fait le niveau des taux. C'est vrai qu'il y a quelque part il y a cette idée de problématique de long terme de la charge de la dette. Quand on regarde par exemple
les taux des emprunts d'État relativement aux swaps. Aux swaps longs, par exemple, les swaps sont beaucoup plus bas. Et on peut parfois se rassurer en regardant l'OAT contre le Bund, par exemple. Mais quand on regarde l'OAT contre le swap à 30 ans, on est à 140 points de base de prime. Donc c'est quelque chose qui traduit peut-être déjà bien cette anxiété. Il y a un autre facteur qui est intrinsèque à la politique monétaire, et ça qui est de plus en plus prégnant et qui s'est même accéléré en début d'année, qui est le resserrement quantitatif, puisque la BCE a décidé... en plus de ne plus réinvestir l'APP, de ne plus réinvestir toutes les tombées du PPP. Ils étaient un peu à demi-vitesse pendant quelques mois. Et maintenant, on a cet effet de resserrement quantitatif. Ça veut dire quoi? Je traduis, la planche à billets, c'est terminé? Oui, c'est l'inverse de la planche à billets. Si on veut, on détruit de la liquidité. Chaque fois que la BCE a donc constitué, avec les années d'assouplissement quantitatif, un gros on retire de la liquidité. Et aujourd'hui, elle ne renouvelle plus ses lignes. Donc, nécessairement, vous réduisez la liquidité, l'encours de liquidité sur les marchés, et vous devez trouver d'autres investisseurs pour substituer, parce qu'évidemment, la dette, elle continue de s'accumuler. Donc, il faut retrouver une autre base d'investisseurs, et ça a pu peser sur les courbes, ce qui explique aussi pourquoi les baisses de taux de la BCE finalement ont eu assez peu d'effet d'entraînement sur les parties longues, puisque le Bund est à 2,40, ou l'OAT n'a pas bougé depuis l'automne à peu près, alors même que la BCE a appuyé sur les taux courts. Ouais, néanmoins les faits sont têtus. On achète très facilement, en tout cas les investisseurs, de la dette allemande, de la dette française. On a encore une bonne signature malgré nos déboires, on va dire, politico-économiques, les promesses qui ne sont pas forcément suivies des faits. Alors là, voilà, on a une nouvelle target, une nouvelle cible pour le déficit. Voilà, on nous fait confiance, Patrice Gautry. Oui, je ne suis pas sûr qu'elle soit tellement nouvelle, parce que, faut regarder à la loupe, parce que 5,4 contre 6,1, et puis qu'est-ce qu'il en est depuis des dépenses fiscales pendant toute cette intermédiaire. Donc je vais regarder, je suis curieux de voir comment la Commission européenne, qui a travaillé et qui a reçu l'ancien plan budgétaire, va recevoir le nouveau, et comment est-ce qu'elle va l'accueillir. Et comment les marchés vont l'accueillir. Donc tout ce qu'on a vu en 2024, c'est-à-dire le souci sur la trajectoire, oui. La dette aujourd'hui est soutenable, la trajectoire ne l'est pas. Parce quand on regarde, on a une nouvelle trajectoire, si on extrapole, 2025, 2026, 2027, etc., où on doit arriver à 3,5 d'ici 5 ans. Oui, 2029. Alors ça fait quand même un peu long. Je pense que les marchés, comme on l'a vu en 2024, peuvent s'impatienter. Et puis, le premier à s'impatienter, de toute façon, ce sera la Commission européenne, puisqu'il faudra renouer un petit peu le dialogue et de voir, en fait, comment est-ce que la Commission voit cette trajectoire, parce qu'en fait, on a un peu moins d'ambition, en fait, ce que je peux comprendre. C'est presque pas une critique, ce sont des faits. On a un peu moins d'ambition dans la réduction budgétaire. Et sachant que du côté américain, on ne parle pas de ce qui fâche, c'est-à-dire on ne parle pas de déficit budgétaire pour l'instant. C'est vrai, tout à fait. On ne parle que de tarifs. Ouais. On va parler dans un instant des États-Unis, juste pour clôturer là sur notre budget et cette trajectoire. C'est vrai que on a l'impression que le gouvernement a déjà été occupé à faire passer ce budget. Il en a eu toutes les peines du monde. Mais même la Commission européenne, en fait, quels sont véritablement les... Il y a des moyens de rétorsion. Ils peuvent vraiment nous taper sur les doigts au bout d'un moment? Oui, alors les moyens... Parce que ça fait longtemps qu'on dit on a dépassé tous les budgets, on n'est pas du tout aux normes. Alors quand c'est les petits pays, on est très dur avec eux. Quand c'est la France ou si demain c'est l'Allemagne, on se dit bon, ça sera peut-être... Alors l'Allemagne corrige, mais on verra effectivement à l'issue des prochaines élections si l'Allemagne adopte une nouvelle trajectoire budgétaire. Et pour ce qui est de la réponse de la Commission, c'est d'obliger, puisqu'on est dans une monnaie unique, en fait, il faut respecter les règles qui sous-tendent cette monnaie unique. Et les règles qui sous-tendent cette monnaie unique, c'est une réduction à moyen terme, assurée du déficit budgétaire et, je dirais, un plateau au moins sur l'évolution de la dette. Donc la Commission européenne peut revenir avec des demandes en disant de revoir la copie budgétaire, ce qui serait effectivement, pour un gouvernement, ça les met un peu mal à l'aise. Et puis après, on peut aller un petit peu plus loin dans la sanction. L'amende, non, pas véritablement. Mais ça peut être un dialogue difficile avec la Commission européenne. On s'en souvient avec les pays périphériques. Donc on parle là de la France, mais l'an prochain, on parlera de l'Italie aussi. Oui. Parce que l'Italie n'est plus subventionnée par les fonds européens et devra, elle aussi, ajuster son déficit public, puisque l'Italie, la France et la Belgique sont dans la fameuse procédure de déficit excessif.
donc sont sous surveillance de la Commission européenne et des marchés financiers. On a l'impression quand même que ça serait, que les marchés ne sanctionnent pas le mauvais élève qu'on va être, ou même presque le cancre, parce que là on n'est pas dans les meilleurs en Europe, mais les marchés finalement restent assez points de base, on a fait du 0 point de base avec l'Allemagne, il y a un peu longtemps dans l'histoire. Avant la crise, les petites crises politiques, on était à 50. Là, on est à 70 et on a été jusqu'à 90. Donc, c'est la zone de danger, 90. C'est une zone de surveillance, je dirais. Pas effectivement, puisque le budget a été voté, le gouvernement s'installe, ça s'est calmé. Mais si vraiment il y a des tensions ou s'il y a des craintes, et notamment les craintes premières que l'on peut avoir, c'est sur l'amplitude de la croissance. Le plan budgétaire français retient une croissance qui est très bien orientée. Le risque, c'est d'avoir trop un demi-point. Ok, effectivement, on est peut-être, c'est effectivement un peu optimiste, et puis surtout, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que ça paraît peu, et c'est peut-être, ça fait débat d'économistes, 50 points de base, 70 points de base, ce sont des milliards au final qui seraient économisés si on pouvait effectivement montrer qu'on était un peu meilleur. Il y a un problème commun à tous les pays développés, c'est que le service de la dette a structurellement augmenté. Et en termes de pourcentage de PIB, c'est maintenant entre 2 et 3%. Et il y a des pays qui, effectivement, et donc si vous n'avez pas de croissance alors que votre service de la dette augmente, vous entrez dans un effet boule de neige. C'est-à-dire que grosso modo, votre déficit augmente systématiquement et votre croissance n'est pas suffisante, en fait, déjà pour rembourser la dette, et la dette continue d'augmenter. Ça, c'est le syndrome pire qu'on a connu dans les années 80 ou les années 90 pour des pays comme l'Italie. C'est surtout ce qu'il faut éviter dans ce passage difficile que l'on a avec la croissance en 2025. Et encore, Thomas nous dit qu'on n'est pas encore au bon loyer de l'argent, donc ça pourrait même coûter plus cher demain ou dans quelques temps. Messieurs, je voulais faire réagir aussi, bien évidemment, à ce qui se passe du côté des États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On a fait nombre d'émissions, évidemment, sur ce plateau. On pourrait parler toute la journée effectivement de Donald Trump. Là, il met quand même en exécution ce qu'il avait dit. La guerre, ça s'arrêtera. Dès que je suis arrivé, le lendemain, la guerre s'arrêtera. On voit qu'il est en train de, sinon tenir cette promesse, en tout cas, faire en sorte que les discussions avec Vladimir Poutine sont ouvertes. On a un espoir de cesser le feu. Sous quelles conditions ? Ça, c'est peut-être la question. Thomas ? Alors, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est des intentions. Oui. Donc c'est encore assez loin d'être fait. Le marché achète, en tout cas la rumeur, comme d'habitude. Oui, le marché achète. On va peut-être vendre la nouvelle demain, mais on achète la rumeur. Exactement. Ouais. Vous en pensez quoi ? Ça serait un ouf de soulagement, un autre ? Ça pourrait redonner une dynamique à l'Europe ? C'est sûr que ça serait une bonne nouvelle pour l'Europe. Le fait d'avoir en plus une reconstruction à faire à nos frontières pourrait redonner un petit peu de perspective de croissance à l'Europe. C'est toujours une bonne nouvelle de ne plus avoir la guerre chez soi. Après, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux non plus de la part des États-Unis. Ils vont nous demander notre part également de contribution à tout ça. Voilà. Donc, très clairement, c'est débrouillez-vous désormais pour assurer votre sécurité. Nous, on ne veut plus être le parapluie militaire. Ça veut dire que demain, on aura peut-être des efforts à faire du côté notamment de l'armée, des équipements militaires. Axel Bott. Oui, en tout cas, je pense que l'Allemagne en a pris conscience, la France en a pris conscience. D'autres pays, je pense que les pays baltes, évidemment, sont en première ligne. Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas. On a toujours un problème pour mettre en œuvre ces politiques, mais il avait été évoqué des emprunts européens pour ce motif de défense. Donc on peut imaginer que ça finisse par arriver. Ça peut être un des axes d'intégration supplémentaire, si on veut, de l'Europe. Après, Trump reste imprévisible. Quelles sont les contreparties de ce qui peut apparaître pour certains une répétition de Munich 38 ? Si on laisse Poutine occuper des territoires de l'Ukraine, est-ce qu'il s'arrête là ou est-ce qu'il reprend ? C'est une situation qui va être forcément dangereuse aussi pour l'Europe. Alors, immédiatement, effectivement, les marchés sont toujours très myopes et sont très prompts à acheter la rumeur. Ça a été assez binaire. Le marché, il se dit finalement tout ce qui nous a pénalisé il y a 3 ans au déclenchement du conflit, c'est-à-dire par exemple l'énergie qui a bondi, etc. Demain, ça sera complètement inversé et du coup, on a vu notamment l'Allemagne flamber cette semaine.
marché allemand. Oui, après, il faut reconstruire Nord Stream quand même pour que le gaz revienne. Il faut moi, je ne sais pas si c'est si facile que ça. D'ailleurs, je ne sais pas quelle serait la proposition des États-Unis dans ce cas-là, puisqu'ils veulent nous vendre du gaz aussi. Donc, je ne vois pas vraiment dans quoi, sur ce point-là en particulier, l'arrêt du conflit en Ukraine nous aiderait. Ouais. On a l'impression quand même d'une manière, on en a déjà parlé, de ce deal maker qui est Donald Trump, qui à chaque fois qu'il va, on sait qu'il va arracher un deal ou essayer d'avoir quelque chose. Il y aura une contrepartie de toute façon. C'est pas un soutien sans condition, un petit peu comme on avait avec Joe Biden, avec une ligne quasiment, encore une fois de souveraineté, peut-être de domination. Là, on est sur du business, on a l'impression, uniquement. Oui, à vrai dire, Trump, je ne sais même pas si c'est ce qu'il va faire. J'ai toujours l'impression d'une improvisation totale, en fait. Et j'ai vraiment du mal à me figurer ce qu'ils peuvent faire. Ce que peut vouloir dire aussi le fait de finalement d'avaliser les gains territoriaux de Poutine vis-à-vis, par exemple, de Taïwan, qui peut être le billard à 3 bandes. Est-ce que la doctrine de Biden qui était « on va défendre Taïwan quoi qu'il arrive » prévaut si finalement on autorise Poutine à acter les gains territoriaux. Ouais. Patrice Gautry, vous qui analysez tous les tweets de Trump presque, jour et nuit. Alors là, je reviens sur de l'économie, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être positif dans ce cessez-le-feu pour l'Europe. Il y a 4 points que l'on va mettre en exergue et qui conditionnent effectivement s'il y a un supplément ou non de croissance dans l'Europe. Le premier point, c'est l'évolution des tarifs gaziers, c'est ce que vous mentionnez. Oui. Et là, se dire, est-ce que c'est un cessez-le-feu ou est-ce que c'est une paix pour le moyen terme ? Si c'est un cessez-le-feu, les prix du gaz ne baissent pas beaucoup. Si c'est une paix pour le moyen terme avec un retour du gaz dans les tuyaux, que ce soit Nord Stream ou quelque chose d'autre, alors là, on peut avoir des baisses de prix du gaz qui soient nettement très importantes, du style 50% de baisse sur les niveaux actuels, sachant qu'en plus, en ce moment, ils ont monté un petit peu. Donc là, on a un axe, effectivement, dans lequel ça relance le pouvoir d'achat et ça détend, effectivement, les contraintes sur l'industrie. C'est ça qui est en train d'être acheté dans les scénarios que l'on observe en ce moment. Le deuxième point, c'est la reconstruction. 600 milliards, nous dit la Banque mondiale. Donc là, on parle de reconstruire. Il faut tout reconstruire, les infrastructures, la sécurité, la consommation, les chaînes de production, etc. etc. Plan Marshall à l'européenne, payé par l'Europe. Grosso modo, c'est ce que veulent les Américains. Et en plus, on paiera pour les soldats qui sont encore positionnés ou qui seront positionnés donc en Ukraine et qui sont encore positionnés, une très grande base en Pologne. Et je pense qu'on va demander à l'Europe de subventionner ça. Il y a aussi donc un troisième point qui est, vous l'avez mentionné, donc l'acte de défense. Et c'est d'ailleurs dans les débats que l'on a en Europe aujourd'hui, c'est à peu près le seul secteur sur lequel effectivement les Européens sont d'accord pour dépenser plus et les Allemands même ont déjà créé un fonds spécial 100 milliards d'euros. Le point qui fait incertitude, et c'est le quatrième, ce sont les réfugiés. On a à peu près 7 millions de personnes qui sont parties d'Ukraine, avec le premier pays de destinataire a été l'Allemagne. Est-ce que ces familles, est-ce que ces gens reviennent en Ukraine ? Et à ce moment-là, il y a un effet négatif d'ailleurs sur l'Allemagne en termes de consommation et de main-d'œuvre, mais un effet positif parce que le budget a payé pour eux, mais un effet un peu plus positif pour la croissance de moyen terme en Ukraine. D'accord. Et en fond, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un choc de confiance ? On voit par exemple que les Français épargnent massivement, on est à un niveau de record, peut-être, parce que la situation économique n'est pas terrible, mais c'est vrai que ça donnait un climat quand même, cette guerre sur le sol européen, d'inconfort, de méfiance. Est-ce que justement, ça ne serait pas aussi un espèce de printemps, peut-être de la consommation, des choses, on lâche un peu les chevaux, on ouvre le portefeuille et on se dit, tiens, on repart dans quelque chose de plus positif ? Thomas ? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, la fin de la guerre, c'est pas la fin des tensions, c'est pas la fin de la menace, c'est que le début de l'augmentation des budgets militaires. J'étais dans les pays nordiques la semaine dernière. Je peux vous dire que c'est pas parce que la guerre va s'arrêter qu'ils vont changer leur doctrine qui était zéro investissement dans l'armement jusqu'à il y a 2 ans, mais maintenant c'est la priorité absolue d'aller sur ces industries-là. Donc ça va pas se passer comme ça du jour au lendemain. Ça y est, c'est la fête. Surtout si l'Occident a reculé et que Poutine peut présenter cette paix, on va dire, comme une victoire pour lui. Ça veut dire que ça peut très bien recommencer d'ici quelques années. Et puis voilà, après, la consommation, ça dépend aussi beaucoup du pouvoir d'achat et de la conjoncture, qui, elle, n'a pas grand-chose à voir avec la guerre en Ukraine, malheureusement.
D'accord, donc on se méfie d'un accord de Munich bis qui serait pas très glorieux et en plus qui nous protégerait finalement de rien. Bon, ok, donc ça embrèche mon idée de confiance qui revient en Europe. On discute aussi évidemment quand on parle de Trump, on ne sait pas. Alors il est un peu sur tous les fronts, c'est vrai, on est sur la politique. Il y a ces tarifs aussi, ces fameuses barrières douanières qui l'agitent, un peu comme un épouvantail. On l'a vu avec le Mexique, avec le Canada. On sait que ça va nous tomber dessus à un moment. Qu'est-ce qu'on anticipe exactement? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas savoir finalement quelle sauce on va être mangé une bonne fois pour toutes? Axel Bott. Je pense que l'ambiguïté de Trump est importante pour lui. C'est-à-dire que c'est justement la menace qui perdure et avec laquelle il joue. On est quand même déjà frappé a priori, à partir du 12 mars, si je me rappelle bien de la date, des tarifs qui sont universels sur l'acier et l'aluminium. Oui, donc, ça faisait longtemps, vous disiez on ne sait pas trop ce qu'il pense. Là, il l'avait quand même annoncé, c'est un peu ses marottes, l'acier et l'aluminium, c'est un peu l'économie à la papa, on met ces taxes-là. C'est-à-dire, je veux dire, j'exclus pas que d'ici le 12 mars, il les enlève, comme il avait fait sur le Colombie, sur le Canada, le Mexique. Il n'y a que les Chinois qui ont répondu et qui n'ont même pas cherché à négocier et qui ont répondu à leur façon. C'est aussi peut-être que l'attitude va changer. Il a aussi parlé de réciprocité des tarifs maintenant. Alors s'il parle de réciprocité des tarifs, alors ça peut impacter par exemple les pays comme l'Inde sur lesquels il y a des tarifs assez importants, mais ça change la dynamique de la négociation. Trump arrive et impose des tarifs et ensuite veut négocier. C'est sur la base de la réciprocité. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout d'ailleurs la même réaction du marché d'échange. Chaque fois que vous annoncez les tarifs, le dollar avait plutôt tendance à s'apprécier instantanément. L'effet de réciprocité inverse la logique et voire même affaiblit le dollar. Donc voilà, je pense que même dans cette thématique-là, il y a un changement de dynamique. Ouais, réciprocité, ça veut dire, voilà, vous nous imposez des tarifs, nous aussi, mais je crois qu'on a riposté. Ursula von der Leyen a dit, nous aussi, on fera la même chose. Est-ce qu'on se dirige vers un protectionnisme à l'échelle mondiale, Patrice Gautry? On est déjà dedans. Soyons clairs. Je veux dire, quand l'Union européenne taxe les véhicules électriques chinois ou d'un pays comme la France se met à peser les véhicules qui rentrent, qui sont construits ailleurs, ça s'appelle du protectionnisme. Donc oui, on est déjà... la globalisation, elle est finie. L'extrême grand échange que continue à promouvoir avec le Mercosur, par exemple, Ursula von der Leyen, on voit bien que c'est à géométrie variable. Et pour moi, on est déjà effectivement dans une situation beaucoup plus protectionniste. Alors après, pour l'Europe, soit il tape très fort, ou soit il fait des supplices à la chinoise, c'est-à-dire que soit on tape 10% sur tous les tarifs, sur tous les produits qui sont exportés à destination des États-Unis, en Europe, là ça coûte 1,5 point à la croissance européenne, donc là on plonge, oui. Ou soit on y va avec supplice à la chinoise, c'est-à-dire non, on va faire que l'automobile, on va faire 25% sur l'automobile. D'accord, et chaque jour on aura une petite mesure. Les tarifs aluminium, l'acier, mais l'aluminium, l'acier, ça pèse beaucoup plus sur le Canada que sur l'Europe. Alors il y a quelques secteurs ou quelques entreprises qui seront impactées, mais grosso modo ça coûte pas énormément. Puis après on peut jouer avec un pays, un secteur, etc. De façon, le but de Trump, il est double. Premièrement, c'est de générer des recettes fiscales. Oui. Il n'a pas parlé du budget, mais parce que pour l'instant, il y a quand même des trous et qu'il a une réforme fiscale à financer. Et de façon à générer, à pouvoir mettre en place cette réforme fiscale, il faut générer des recettes, et recettes supplémentaires, et il compte effectivement sur les tarifs. Donc, dans les hausses de tarifs, il y a des tarifs qui seront, effectivement, comme vous le disiez, qui seront enlevés parce que c'est juste dans la négociation. Puis il y a des tarifs, et là je regarde un petit peu la Chine, qui eux vont rester en fait ad vitam aeternam, de façon à générer des recettes. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Et puis après, le deuxième point, c'est que je pense que Trump n'a pas grand-chose à faire de l'économie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la compétition avec les autres zones. Donc on va demander à l'Europe non seulement effectivement d'être sympa avec ses tarifs douaniers, mais d'acheter beaucoup plus de soja avec un peu de GM. On va éventuellement quelques voitures américaines, mais surtout on va demander à l'Europe d'être beaucoup plus dur vis-à-vis de la Chine. Et d'accepter peut-être un accord avec la Russie. Donc en fait, la démarche de Trump, pour moi, elle est multilatérale, c'est-à-dire elle mélange tout, à la fois l'économie. Alors on focus, bien entendu, on met un focus sur les tarifs douaniers, mais les tarifs douaniers ne sont en fait qu'un prétexte pour entrer en matière sur des points qui sont géostratégiques, sociaux, politiques. Bien sûr. Et tout ça, c'est de dire, en fait, il y a une concurrence entre les deux zones, entre les trois zones, entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, pour un leadership à la fois en termes d'économie, mais en termes de technologie et en termes d'accès aux capitaux.
C'est vrai, tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'évidemment, il y a ce contrat de faire rentrer l'argent dans les caisses et en dépenser un petit peu moins avec cette équipe de choc menée par Musk, Elon Musk, le Doge, pour faire des économies avec déjà 60 000 personnes qui ont accepté de démissionner, 8 mois de salaire et dehors. On a vu le démantèlement également de l'USAID. Ça, c'est pour le coup, alors là, c'est la fin peut-être d'un espèce de soft power à l'américaine aussi, de se dire on se désengage de ces grands programmes d'aide. Oui, on revient à une thèse isolationniste, puisque en fait, et je pense que quand on regarde l'histoire longue des États-Unis, en fait, la période de globalisation et la période de libre-échange est une exception dans une histoire qui est quand même plutôt orientée vers les États-Unis, c'est-à-dire isolationniste. Alors, pour revenir sur Doge, en fait, le problème, c'est oui, on peut jouer comme ça avec des aides ou des agences. La structure du déficit budgétaire ou des dépenses budgétaires, il y a à peu près 5 points. C'est la sécurité sociale, 1,6 trillion. Vous avez Medicare, Medicaid, 1,8. Et puis après, vous allez avoir les dépenses de défense, presque 1 milliard. Vous allez 1 trillion, pardon, 1,00. Oui, 1000 milliards. Et puis après, 1000 milliards. Et puis après, vous avez aussi les dépenses de remboursement de la dette, 1000 milliards, lui aussi. Et puis après, vous avez d'autres dépenses non récurrentes et des dépenses discrétionnaires qui sont à peu près 2 trillions. Donc là, dans les 2 trillions, il peut taper. Par contre, après, pour aller au-delà des 2 trillions, il va falloir qu'il tape sur Medicare, Medicaid et la sécurité sociale, sachant que la défense reste favorisée et le service de la dette, il ne pourra pas y toucher. Ouais. C'est quoi votre vision justement sur... c'est vrai que vu de notre côté européen ou français, ça paraît complètement surréaliste comme ça de virer les gens d'un trait de plume extrêmement brutalement. Et quelque part, on se dit, c'est possible aussi, ça veut dire qu'on sait très bien que quelque part, nous aussi, on a peut-être des administrations avec les gens ne savent pas trop ce qu'ils font. Il y a une espèce de, en tout cas pour ce qui me concerne, une sorte de fascination de voir quand même ce qui se met en place à une vitesse absolument époustouflante. Thomas Friedberger. Oui, il y a beaucoup de populisme dans ce qu'il fait. Je crois que de ce que je lis, c'est plutôt anecdotique les économies qu'il va faire en faisant ça, quoi. Oui. Alors, après, mais c'est fait à grand renfort d'emphase. On a le gros stylo. On a de la com finalement. Il a communiqué là-dessus. C'est populaire. C'est du populisme pur et dur, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, alors, le débat de est-ce qu'en Europe faut faire ça et est-ce que on n'a pas besoin de faire ça aussi un peu en Europe, c'est un autre débat. Et là, on peut en parler. Mais aux États-Unis, c'est une mesure complètement populiste qui ne changera pas grand-chose à la trajectoire du déficit budgétaire américain parce qu'effectivement, les gros postes, ce sont ceux qui ont été cités, et notamment le budget de défense qui ne baissera pas. Et puis le service de la dette, 1 trilliard par an, donc c'est le PIB de la Suisse, tous les ans qui part en intérêt de la dette. Ouais. Bon, voilà, c'est ça les gros. Là, ils résistent quand même. C'est ça les gros postes. Une fois qu'on a dit ça, messieurs, il nous reste quelques minutes, donc je voudrais quand même avoir votre vue sur ce qu'on fait sur les marchés en termes d'allocation. Qu'est-ce que ça change, voilà, ce début d'année assez triomphant sur les marchés, en tout cas du côté de l'Europe, finalement les États-Unis qui se portent pas trop mal non plus. Axel Bott, vous qui êtes directeur de la stratégie marché, comment vous voyez la suite? Pour l'instant, on est toujours plutôt positionné sur les actifs risqués. On aime beaucoup le crédit qui continue de voir ses spreads se resserrer à une vitesse très régulière, avec très peu de volatilité. Il y a d'ailleurs relativement peu de volatilité sur les actions aussi. C'est assez étonnant vu le contexte journalier de perturbation, de bruit politique qu'on peut avoir, mais on est plutôt positionné à faveur. Et ça veut dire que vous allez chercher peut-être des classes plus risquées du côté du rendement, du high yield? Le high yield, on est un petit peu plus circonspect pour des raisons de valorisation, mais objectivement, la croissance est suffisamment... elle n'est pas particulièrement élevée en Europe, mais elle est suffisamment forte malgré tout pour qu'il n'y ait pas de hausse matérielle de taux de défaut, du moins pour la partie cotée de l'économie. On sait que peut-être le paysage sous-jacent peut être un petit peu moins bon, en particulier en France, mais pour ce qui est des valeurs qui font le marché du high yield, on voit les taux de défaut qui sont relativement stables et bas, et donc ça continue d'être un des moteurs de performance. On aime bien les obligations indexées aussi, qui ont permis, on a vu avec les anticipations d'inflation revenir, c'est un facteur de surperformance au sein de l'obligataire, et puis toujours un peu d'action, en particulier l'Europe. D'accord. Chez Tikehau, même...
Actifs risqués, on reste dessus, on commence à alléger. Chez Tikehau, le gros du capital qu'on déploie, c'est dans le non-coté. Et dans le non-coté, il y a des très belles choses à faire malgré les valorisations qui sont aussi tendues que sur le côté, voilà, notamment sur les financements immobiliers, sur les financements des infrastructures IA, sur le secondaire de dette privée, sur le financement d'entreprises, le financement d'acquisition sur la dette privée. Sur le côté, on continue à la stratégie 2024 et qui était celle aussi de 2023, c'est-à-dire qu'on aime bien les subordonnées financières. Nous, on fait de la sélection de valeurs, on ne fait pas de l'allocation d'actifs. Il y a quelques signatures dans la catégorie triple C qui est très peu regardée par les investisseurs qui n'ont pas d'équipe d'analyse crédit chez elles qui, on pense, traitent sur des niveaux de décote extrêmement importants et intéressants. Triple C, ça, enfin, voilà, pour ceux qui nous regardent, c'est quand même déjà potentiellement risqué. Ah, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, du coup, il y a beaucoup moins de gens qui observent cette il y a beaucoup moins de gens qui peuvent acheter ça. Ouais. Voilà, après, il y a une demande technique extrêmement forte qui vient du marché des CLO pour tout ce qui est crédit plus liquide, on va dire, enfin loans et crédit liquide. Voilà, sur les actions, pareil, on continue à être positionné sur l'Europe avec la thématique création de résilience, souveraineté européenne. Donc ça nous va. Donc la défense, ça nous va bien, notamment, mais pas que la défense. Fort de votre voyage dans les Nordiques. Défense, la transition énergétique, la défense, la cybersécurité, tous ces thèmes-là, on aime bien et on investit depuis assez longtemps là-dedans. Très bien. Du côté de l'Union bancaire privée, Patrice Gautry. Oui, on va avoir une approche assez diversifiée avec un biais effectivement sur les actifs risqués via le crédit et les actions, le high yield, effectivement, les prêts, les loans, les mortgage-backed security. On va chercher du yield en fait, y compris dans des actifs puisque la croissance américaine ne va pas tanguer tout de suite. On n'a pas de crainte sur les qualités de signature. Et puis côté action, en termes stratégiques, on va rester positionné avec le marché américain et les technologies. Pour le stratégique, donc c'est vraiment du moyen terme. On fait le gros dos et pendant qu'on fait le gros dos, on regarde effectivement les valorisations en Europe avec, je le mentionnais tout à l'heure, un petit peu d'intérêt ou de retour d'intérêt sur la Chine. La technologie en Chine, ça bouge, c'est vivant. Mais la Chine, c'était à un moment, on s'était quand même détourné la Chine avec ce pouvoir autoritaire qui pourrait embastiller certains grands patrons. Mais les flux, on a l'impression, commencent à revenir. Et puis on voit bien qu'avec ce qui s'est passé récemment, les effets d'annonce là sur l'accès, voilà, je cherchais le nom, le DeepSeek, l'effet, la possibilité de rentrer assez rapidement à un moindre coût redonne effectivement un momentum sur quelques types d'actifs. Mais je n'achèterai pas le marché chinois dans son ensemble, mais ce type d'actifs-là peut être intéressant en complément de la technologie américaine. L'Inde est aussi un pays et un marché qui nous intéresse. Et puis après, on va avoir des placements alternatifs pour jouer la période de basse volatilité ou les périodes de pic de volatilité comme on a avec les décrets de Trump, et puis un petit peu d'or dans le portefeuille pour avoir une protection un peu globale. Toujours. Alors, pas toujours, c'est pas systématique, mais en ce moment le momentum est plutôt positif et c'est une diversification intéressante. Alors, on le disait en début d'émission avec les États qui sont très acheteurs, il en manque pratiquement aujourd'hui en dollars. Oui, et les ventes, ce qu'on appelle retail, c'est-à-dire en fait l'achat d'or au niveau des particuliers en Asie, en Inde, en Chine, avec l'occasion du Nouvel An, est toujours très très fort. Et effectivement, il y a cette remontée structurelle qui est en place depuis plusieurs années de la part des banques centrales émergentes. C'est le BRICS, d'ailleurs, qui fait l'objet de quelques tweets amers de M. Trump, en disant attention, je vous ai à l'œil et je peux monter là aussi les tarifs, parce qu'eux sont en train de diversifier. Ils étaient avant très très liés au dollar. Ils sont en train de diversifier leurs avoirs en devises et de reconstituer des réserves importantes en matière d'or. Voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette planète finance, planète marché, avec ce qu'on a titré un remontada européenne. Merci de l'avoir commenté avec nous. Merci à Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, Axel Bolt, directeur de la stratégie marché chez Ostrom Asset Management, et Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikehau Capital. Dans un instant, marché à thème, on va s'intéresser à ce qui se passe sur les ETF avec des niveaux records. À tout de suite.
Et tout de suite, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté des ETF, les dernières tendances avec notre spécialiste, c'est Olivier Malteste. Olivier, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Chef économiste chez Yomoni. Tiens, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Yomoni? Je crois que l'année a été plutôt très correcte en 2024. Oui, on a communiqué sur nos résultats de 2024 et on a effectivement une forte collecte. On a 400 millions de collectes globalement sur l'année, donc ça porte nos encours à un peu plus d'1,5 milliard à la fin de l'année, avec un objectif d'arriver à 2 milliards sur 2026, donc avec un fort objectif en termes de collecte. Et ce qui est intéressant, je trouve, en termes de développement et en rapport avec les ETF, c'est que de nouveaux acteurs viennent nous voir pour qu'on puisse travailler avec eux, notamment les CGP et des family office. Et on a notamment communiqué sur un partenariat avec Erest, qui est quand même un multi-family office réputé, qui est venu nous voir pour arriver à implémenter des allocations d'ETF pour le compte de ses clients. Donc on est très fiers. Mais alors que se passe-t-il? Les grandes familles se désintéressent de la gestion active, on passe à la gestion passive? Je pense que globalement, les grandes familles sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elles sont un peu déçues par les performances globalement de la gestion active par rapport à la gestion indicielle, et donc viennent aussi rechercher des allocations simples, des choses simples, basées sur les ETF. Donc on est très content d'accompagner Erest et évidemment d'autres et des CGP qui se rapprochent de plus en plus aussi des ETF. Donc ça, c'est intéressant. On le voit. Voilà, vous proposez des profils clés en main. Tout à fait, on fait des profils et avec les multi-family office, on fait vraiment des choses dédiées en fonction des envies des clients en termes de thématiques ou en termes d'approche corps satellite par exemple. Donc on est très content de ce développement et on pense que ça va continuer et ça va avec ce qu'on appelle la vague ETF, qui est loin d'être une mode, parce que ça fait quand même année après année, ça se construit. Et on va le voir ensemble, là, ça continue très très bien. C'est la vague qui n'en finit plus de grossir. On s'intéresse tout de suite avec vous, Olivier, justement au flux. Collecte record en 2024. Tout à fait. Et ça continue pour ce premier mois de l'année. Tout à fait. En 2024, on avait collecté quand même 254 milliards d'euros sur le marché européen globalement en son ensemble. Et là, sur le mois de janvier, c'est une collecte de 32 milliards 7, et donc on a battu le précédent record qui était celui de décembre, qui était à 32 milliards environ, donc 32 milliards 7 pour ce mois de janvier. Donc le mois de janvier est souvent très très bon sur les ETF, mais là on continue à faire mieux que le mois de décembre. Ouais, il y a un effet mécanique où qu'est-ce qui se passe? Peut-être les conseillers en gestion de patrimoine revoient un peu l'allocation de leurs clients, se disent on bascule, c'est le moment de peut-être rebalancer le portefeuille, comme on dit. Oui, certainement. Et puis il y a aussi l'idée, nous on le voit aussi en termes de collecte, chaque mois de janvier est plutôt bon. Je pense qu'il y a aussi l'idée de la fin d'année où on discute aussi en famille sur ces allocations, et je pense qu'on repart aussi en début d'année avec des bonnes intentions en se disant on va épargner, on va investir. Donc le mois de janvier est souvent bon, mais là c'est vrai que c'est un mois record du coup sur les ETF. Ouais, si on zoome justement sur les classes d'actifs, on voit que toutes les classes d'actifs sont en collecte positive. Donc actions évidemment, et c'est ce qui draine le plus de flux, avec un peu plus de 24 milliards de collecte sur le mois de janvier. Obligations, donc un peu plus faible, 3 milliards 5. Pour avoir un ordre d'idée sur l'ensemble, sur la moyenne en 2024 par mois, c'était 4,4 milliards. Donc on est un petit peu en dessous sur les obligations en ce début d'année. Et les matières premières collectent, ce qui n'est pas le cas souvent, avec 2,8 milliards. Et sur les matières premières, l'or collecte de 3 milliards, ce qui est rare sur les ETF. En fait, on le voit, l'or fait très très bonne performance depuis des années. On sait que les banques centrales ont tendance à acheter de l'or globalement. Mais au niveau des ETF, c'est plutôt des matières premières qui sont en décollecte. Et là, ce mois-ci, une collecte de 3 milliards. Le pétrole décollecte un petit peu, quelques centaines de millions d'euros. Mais on est à 2 milliards, 2,8 milliards pratiquement de collecte sur les matières premières. Oui. Sur les actions, si on zoome, sur quoi on s'est concentré? Alors, comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, sur les grosses capitalisations mondiales et américaines, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour sur la zone euro et les actions européennes. Donc on l'a vu en termes de performance sur le mois de janvier, mais aussi en termes de collecte sur les ETF. Et le secteur de la tech aussi a continué à collecter, malgré le petit moment de chahut qu'on a eu avec DeepSeek, évidemment, mais ça a continué globalement à collecter sur le mois. Donc ça, c'est sur les éléments de collecte. Ouais, c'est intéressant, puisqu'on se souvient que de cette journée noire pour l'IA ou le marché, avec 1000 milliards de dollars de capitalisation qui sont partis en fumée. Évidemment, les ETF s'ajustent, mais on voit qu'après quelques jours, ça s'est rétabli. Il faudra sur le long terme, effectivement, tout à fait, globalement, c'est pas un coup d'arrêt. La collecte reste positive. Et puis, si on regarde vraiment DeepSeek, on a vu la différence entre Nvidia, évidemment, qui a une performance négative, mais des acteurs comme Apple qui en ont profité, puisque ça permettait de donner une concurrence potentiellement moins chère que ce qu'on voyait aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, globalement, c'est pareil, sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, il faut regarder précisément. Tout ne sera pas forcément perdant si la concurrence augmente. Ouais. Alors, il y a les souscriptions, et puis il y a aussi
aussi les rachats. Exactement. Donc en termes de rachat, ce qu'on a vu essentiellement, c'est plutôt sur les secteurs, donc sur l'énergie qui a décollecté, la consommation aussi a décollecté, l'immobilier aussi, avec dans un contexte de taux qui avait plutôt tendance aussi à monter. Ça, c'est relativement logique. Et en termes géographiques, alors les moyennes capitalisations britanniques, donc là c'est vraiment très, très précis, et les nordiques aussi. Sur le thème nordique, c'est les zones qu'on décollecté globalement. Et ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, c'est que par rapport aux collectes, les secteurs qui ont décollecté ont beaucoup moins décollecté que ce qui a collecté. Hein. C'est vraiment un mouvement plutôt d'investissement globalement sur les actions. Oui, plutôt réajustement. Côté obligations, on regarde quoi? Plutôt les souverains? On regarde plutôt les souverains. Corporate. On regarde plutôt les souverains en termes de collecte positive, à la fois en euros et en dollars, globalement, avec du court terme aussi en dollars, essentiellement. Donc pour jouer un peu ces mouvements de taux. Et on a toujours, alors ça on le voit, ça fait depuis que iShares a recréé, a importé ça en Europe, on voit aussi une forte collecte toujours sur les ETF à échéance, donc qui viennent répliquer tous les fonds à échéance. Et donc avec cette idée de pouvoir collecter des taux sur des niveaux encore relativement élevés, dans l'hypothèse où ces taux baisseraient. Donc ça c'est vraiment en termes de collecte. En termes de décollecte, en revanche, c'est plutôt l'obligataire d'entreprise qui a décollecté. Et le high yield européen aussi. Et on a aussi sur le souverain du très court terme euro aussi qui a légèrement décollecté. Un point de méthodologie, Olivier, avant qu'on continue, c'est comment on fait pour avoir tous ces chiffres, vous les collectez, vous allez voir tous les on les collecte, on utilise des bases de données. On travaille nous aussi avec Morningstar qui a une base de données relativement importante. Donc ça c'est vraiment pour avoir les premières données. Et ensuite on est au contact évidemment avec tous les émetteurs. Et donc on vérifie aussi les chiffres et on discute pour voir avoir un peu les flux qu'ils ont. Donc c'est vraiment à la fois de la recherche sur les bases de données et puis des discussions avec les différents émetteurs d'ETF. Tiens, justement, il y a un secteur qui n'a pas le vent en poupe, qui souffre depuis un an, c'est tout ce qui est ESG. Oui. Encore pire peut-être avec l'arrivée de Trump, ça reste très faible. Ça reste très très faible. Donc le ESG, c'est vraiment l'année 2022 et le choc énergétique qui a vraiment porté la décollecte. En raison notamment de la sous-performance globalement qu'on a pu observer depuis 2022 sur l'ESG. Donc sur les actions, c'est encore très très faible. On a 8,6% seulement des flux actions qui ont été vers des ETF en lien avec l'ESG. Ça c'est le premier point. Côté obligataire, c'est un peu plus fort. On est à 48% des flux qui ont été vers l'ESG. Mais on a vraiment quelque chose de relativement faible. Il faut avoir en tête que les parts de marché étaient plutôt à 22-23% il y a encore peu de temps. Et on voit que ça décollecte globalement sur l'ESG, que les parts de marché diminuent sur les ETF via l'ESG. On s'intéresse maintenant avec vous aux émetteurs. Oui. Alors sans surprise, plus on est gros, plus on collecte. Exactement. Alors c'est sans surprise. Donc si on regarde globalement, parce qu'on regarde aussi spécifiquement sur l'ESG où là ça bouge un peu plus et ça permet d'avoir un peu des choses un peu nouvelles à dire. Mais quand on regarde les quatre premiers en termes de collecte, c'est exactement la même chose que par rapport aux parts de marché. C'est le podium. Donc on a à la fois d'abord BlackRock, Amundi, DWS ensuite et Vanguard. Donc ça sur les quatre premiers il n'y a pas de changement. Au niveau du cinquième par contre, on a State Street qui fait un très très bon mois de janvier puisqu'ils arrivent à prendre la place UBS, ça c'est sur les collectes. Par contre, ce qu'on observe, c'est que BlackRock, par exemple, continue à moins collecter ses parts de marché, donc a tendance à baisser un petit peu en parts de marché. C'est vrai qu'ils ont plus de 40% de parts de marché, donc c'est énorme. Et donc là, ils collectent un tout petit peu moins. Ils sont à 37% de la collecte, donc on voit qu'ils grignotent un petit peu, qu'ils perdent un petit peu de parts de marché mois après mois, même s'il reste évidemment, on voit la taille très importante de ce que représente iShares globalement sur les ETF en Europe. Amundi fait un bon mois puisqu'ils collectent un peu plus que leur part de marché. Et DWS est très très fort. Ils ont fait une année exceptionnelle DWS l'année dernière, puisque parmi les gros, ce qu'on voit sur une année entière sur 2024, c'est que les gros ont plutôt tendance à perdre un petit peu de part de marché au profit des nombreux acteurs qu'il y a et qui cherchent vraiment à se différencier. C'est un marché extrêmement concurrentiel. J'ai une question, c'est concernant Amundi, notre acteur national de référence. Est-ce qu'on a tendance, quand on est Yomoni, à le privilégier? Est-ce qu'on joue chauvin ou est-ce qu'on regarde vraiment la tracking error? On regarde vraiment la qualité de la réplication. C'est vraiment ce qu'on regarde de manière le plus importante. Après, l'avantage aussi d'Amundi, c'est qu'ils sont relativement importants aussi en termes ESG. Et donc, nous, on a les deux. On propose les deux, des profils plutôt classiques et des profils ESG. Et Amundi, notamment, est assez en pointe au niveau de l'ESG. Mais non, on fait pas de privilégié. On privilégie pas du tout un acteur par rapport à un autre. On regarde vraiment la qualité de la réplication. Et on regarde chaque mois, on essaye de sélectionner les meilleurs ETF en fonction,
comme vous l'avez dit, la qualité de la réplication et donc la tracking error, la tracking différence, c'est les éléments qu'on regarde, sans chauvinisme, aucun. D'accord, bon, très bien, vous avez répondu. Les flux ESG, on en a parlé un petit peu, donc c'est un petit peu moins bien. Sur les émetteurs, par contre, ce qui est intéressant sur les émetteurs ESG à avoir en tête, Oui. c'est que souvent JP Morgan arrive premier en termes de collecte sur les mois. Ils sont très très forts en termes de collecte ESG extra-financier. Pas ce mois-ci. Et pas ce mois-ci, c'est BlackRock qui lui a plutôt tendance à être un petit peu en dessous. Ce mois-ci, c'est BlackRock premier avec 3,3 milliards de collecte spécifiquement en ESG. Le deuxième est Amundi avec 700 millions d'euros. Donc on voit la différence entre le premier et le deuxième. Et donc ça, c'est un peu la surprise du mois puisque JP Morgan est en décollecte de 200 millions environ sur ces ETF extra-financiers. Ce qui est rare puisque en général, ils sont premiers en termes de collecte. Et puis on se penche aussi sur les lancements d'ETF, les nouveautés. Voilà. Alors les nouveautés, donc un mois assez actif avec un peu plus de 23 nouveaux produits lancés, 12 actions, 6 obligataires, 1 matière première, ce qui est relativement rare, les émissions d'ETF matière première. Et on en a 4 d'allocation. Alors ça c'est assez intéressant puisque Amundi a lancé 4 ETF Life Cycle. Donc j'ai essayé de les contacter, ils n'ont pas encore communiqué, donc ils ont lancé les produits mais ils n'ont pas encore marketé, ils n'ont pas fait encore les communiqués de presse dessus. Mais ils en ont lancé 4, donc on les a vus entre donc maturité 2030, 2033, 2036, 2039. Oui. Donc on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent, mais normalement le life cycle, vous savez, c'est des allocations actions et obligations, et qui au fur et à mesure on se rapproche de la maturité, ont tendance à désinvestir le côté action, typiquement pour faire des profils retraite, en disant plus on se rapproche de la date de maturité, moins on veut prendre de risques. Pour faire du portage jusqu'à échéance. Exactement, pour diminuer la quantité de risques au fur et à mesure où on veut récupérer son capital. Donc on va attendre de voir leur communication, mais c'est les nouvelles émissions côté Amundi qui a été relativement actif ce mois-ci avec 7 émissions du coup sur les 23 émissions. Intéressant aussi iShares qui continue. Il y a vraiment toujours cette idée de dire est-ce que les indices sont trop concentrés et iShares a émis plusieurs ETF et donc là ce mois-ci c'est sur le Nasdaq où donc ils partent du Nasdaq 100, ils émettent un ETF qui va s'investir uniquement sur les 30 plus grosses capitalisations du Nasdaq 100. Donc ça c'est pour les clients qui veulent aller sur les plus gros et profiter des tendances. Et inversement, ils sortent la même chose, mais avec les 70 autres actions. Donc là, c'est plutôt pour ceux qui veulent jouer la dispersion globalement et l'élargissement du rallye. Ouais, comme il nous reste une minute, je vais vous entendre justement sur, dans ce contexte, comment vous réagissez, parce que dans ce maquis des ETF, il faut bien choisir une stratégie. Oui, puis on fait des allocations. Donc nous, là, on est plutôt neutre action-obligation. On ne favorise pas particulièrement les actions par rapport aux obligations, étant donné les valorisations. Par contre, on n'est pas en défensif, parce qu'on pense que tout devrait continuer à bien se passer. Il n'y a pas de raison de passer défensif. On reste sur les expositions plutôt structurelles. On a gardé du coup de l'equally weighted sur le côté action américaine pour essayer de diversifier un peu par rapport aux valeurs technologiques. On est aussi toujours globalement sur les petites et moyennes entreprises américaines. On a introduit le secteur des finances pour essayer de bénéficier de la dérégulation et aussi de la pontification. Et sur le côté obligataire, on garde de l'investment grade et par contre, on a fait une grosse nouveauté, c'est-à-dire qu'on était uniquement sur les obligations européennes. Et là, on diversifie maintenant sur les obligations dans le monde entier pour réduire le poids un petit peu de l'Europe dans des contextes de préoccupation peut-être de déficit important globalement et de gestion de risque crédit au niveau des États. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ces tendances ETF pour ce mois de janvier, mois à nouveau record. Et je pense que c'est bien parti maintenant que les gens ont envie d'investir. C'est vrai que c'est très pratique pour se positionner très rapidement. Merci Olivier Malteste, Yomoni, chef économiste. Cette édition de Smart Bourse touche à sa fin. On se retrouve dès lundi 20h30 pour un nouveau numéro. Très bonne soirée à tous.